Le prix du pétrole qui continue donc de flamber et le Brent à quasi $87, du jamais vu depuis 2014. Idem pour le WTI qui atteint des sommets. Le prix du brut donc qui grimpe et ça commence à se voir sérieusement à la pompe. Bonjour Jean-Marc Vittori. Bonjour Julien. Éditorialiste économique au journal Les Échos. Première question très simple, mais à quoi est-ce que l'on peut attribuer cette hausse? Est-ce que c'est uniquement, je dirais, une demande plus forte liée à la reprise post-Covid? Non, on a à la fois de la demande et de l'offre, comme souvent sur ce marché. Du côté de la demande, on a évidemment une reprise économique qui a soutenu la demande et qui n'est pas affectée beaucoup par le variant Omicron. Il y a aussi la flambée du prix du gaz qui est due à d'autres facteurs que celui du pétrole, avec notamment des tensions géopolitiques du côté russe, mais pas seulement. Et donc ce qui se passe, vu les prix stratosphériques du gaz, c'est que tous les industriels qui peuvent remplacer le gaz par le fioul, ils le font. Et donc ça augmente la demande de fioul et donc ça accroît encore la demande de pétrole. Voilà ce qui se passe du côté de la demande. Ça, c'est du côté de la demande. Effectivement, vous le disiez, il y a aussi des tensions autour de l'offre. C'est quoi finalement les problématiques? Est-ce que c'est lié au fait notamment que les pays producteurs, les pays du Golfe notamment, ont tendance à ouvrir un peu trop doucement peut-être le robinet? Alors ça, c'est évidemment la première explication. Après l'effondrement des cours qu'il y avait eu en 2020, je rappelle que le baril était descendu en dessous de la barre des $25. Les pays pétroliers ont envie de se refaire un peu de marge, au moins à court terme. Et donc ils rouvrent le robinet, mais alors très prudemment. Et ils le font d'autant plus prudemment que certains d'entre eux ont des difficultés techniques pour produire. C'est le cas du Canada, où il fait très froid en ce moment et donc il est difficile de sortir le pétrole. Il y a des problèmes aussi au Nigeria, en Équateur, en Libye. Et donc tout ça pèse sur l'offre. Ils n'arrivent même pas à atteindre le niveau de production à peine supérieur qui s'était fixé à la fin de l'an dernier. Mais ça, ce n'est que la première raison. Il y a d'autres raisons peut-être plus fondamentales et qui vont jouer à plus long terme à l'œuvre. Et il y en a deux. La première, c'est que la chute des cours que j'évoquais s'est traduite par une baisse des dépenses d'exploration, d'après le cabinet spécialisé Rystad Energy. Ces dépenses devraient atteindre 600 milliards, un peu plus de 600 milliards de dollars cette année. Alors, ce qui est une belle somme quand même, malgré tout. Voilà, c'est exactement, c'est énorme, mais c'est même 20% de moins que ce qui se pratiquait 20% de jusqu'en moins. 2019. Et donc, quand on dépense moins, on trouve moins, surtout que c'est de plus en plus difficile de trouver. Et le résultat de tout ça, c'est que l'an dernier, les nouveaux gisements découverts ils ont été les plus faibles depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on trouve de moins en moins de pétrole et ça va évidemment peser sur l'offre pour les années à venir. Et la deuxième raison, c'est ce qui se passe du côté des États-Unis. Vous savez que depuis 2014, les États-Unis sont redevenus le premier producteur mondial, avec notamment les huiles de schiste. Mais ces huiles de schiste, elles ont un modèle économique qui est très particulier. Il faut injecter sans arrêt beaucoup d'argent pour forer et trouver de nouveaux gisements à craquer ensuite. Or, les producteurs de pétrole de schiste, ils ont envie de gagner un peu d'argent. Et donc, ils explorent, ils forent moins pour l'instant. Et donc, ça va peser aussi sur les capacités disponibles. Et là, on ne parle pas en mois ou en trimestre, mais aussi en année. Donc, deux facteurs qui vont peser assez sensiblement sur les disponibilités de pétrole dans les mois et les années à venir. Et un mot sur le gaz, parce que vous le disiez au début de ces échanges, ça peut être aussi effectivement de nature à détourner une partie de la demande, mais ça va peut-être aussi faire renchérir un petit peu les prix du gaz. Est-ce que là, la Russie est en train, tranquillement, discrètement, de se frotter les mains ? Très vraisemblablement, je ne suis pas dans le secret des leaders russes, mais clairement, la Russie joue un rôle très dominant sur ce marché actuellement et en fermant, alors là aussi les robinets, mais de manière beaucoup plus ferme que ne le font les producteurs de pétrole. Il y a moins de gaz que ce qui devrait arriver ou ce qui pourrait arriver en Europe de l'Ouest actuellement. Et donc, effectivement, il y a un jeu politique très clair, sur fond aussi de tensions autour de l'Ukraine. Bon, en un mot, les conséquences, un baril à presque $87, jusqu'où est-ce que ça peut aller? Certains observateurs nous disent que ça va monter à 100, 150, voire même 200. Est-ce que ça, c'est des théories auxquelles vous adhérez aujourd'hui?
Alors oui, les gens de Goldman Sachs disent que ça va dépasser les $100 dans la deuxième moitié de l'année. Il y a d'autres experts qui parlent de $120, d'autres encore de 150 à $200. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on peut écrire une histoire de cette nature-là. On peut raconter à nouveau, ce qui n'était pas possible il y a 6 mois ou 12 mois, on peut raconter à nouveau un marché du pétrole qui s'emballe de manière durable, avec des conséquences évidemment tout à fait majeures. Oui. Mais je voudrais aussi souligner que sur le marché du pétrole, on s'est raconté aussi à plusieurs reprises des histoires comme ça. Je rappelle que il y a 15 ans, il y avait des gens qui voyaient le baril de pétrole à $380. Le marché du pétrole, c'est un marché où il y a à la fois le jeu de l'offre et de la demande. Il y a des jeux géopolitiques qui sont très très puissants. Il y a des décisions aussi qui peuvent être prises par un producteur important comme l'avait fait l'Arabie Saoudite. En 2014. Donc il peut y avoir des jeux extrêmement puissants et donc on a toujours des surprises. Le choc pétrolier de 1974 avait été une surprise. Le choc pétrolier de 2008, où le baril avait frôlé la barre des $150, ça avait aussi été une surprise. Mais le contre-choc de 1986 et aussi celui qui avait eu lieu beaucoup plus récemment en 2014, avaient eux aussi été des surprises. Donc on peut encore avoir des surprises, même si évidemment le fait de trouver moins de gisements et aussi d'avoir des tensions qui vont monter sur la question écologique fait que le couloir va se réduire petit à petit. Bien sûr. Et d'ailleurs, à cette époque, le regretté patron de Total, Christophe Demargerie, disait qu'il faudra s'habituer à un litre de diesel à 2 € de manière durable. Est-ce que là, ça va être l'année, effectivement, où on va y arriver? Et qu'est-ce qui peut changer la donne finalement? Plus de renouvelables? Plus de renouvelables, mais ça ne sera pas à court terme, mais ça peut aussi être des produits, des pays producteurs qui décident de rouvrir en grand les vannes. Il faudra évidemment en France surveiller ça de très près. Je vous rappelle que le litre de gazole hier, le ministère a révélé qu'il avait été la semaine dernière de 1,62 €, donc record absolu. Je rappelle que le record précédent, c'était à 1,53 €. C'était en octobre 2018. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, octobre 2018. Et mais bien sûr, les gilets jaunes. On avait les gilets jaunes autour des ronds-points et la hausse des prix des carburants avait été l'une des explications. Donc, tension sur les prix, tension sur le pouvoir d'achat et puis aussi tension sur les échanges, puisque la balance commerciale de la France est déséquilibrée, elle est en déficit. L'accroissement du déficit l'an dernier est provenu notamment du renchérissement du prix du pétrole et aussi d'un affaiblissement relatif de l'euro qui a rendu le prix du pétrole en dollars plus cher une fois converti en euros. Et donc, c'est évidemment un indicateur pour la France à surveiller de très, très, très près. Et nul doute qu'à 3 mois des élections présidentielles, on regarde ça effectivement de très près. Ah oui, ça oui. Merci beaucoup Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos, d'être venu nous voir ce matin dans Ecorama sur Boursorama.